truc me dépasse moi-même. Voilà, donc, le cancer du pancréas est un des cancers les plus méchants qui puissent atteindre l'être humain. Le pancréas, cet organe que vous voyez devant vous, est une glande amphocrine. Amphocrine, ça veut dire qu'elle sécrète pour des hormones, c'est-à-dire elle a une sécrétion endogène, c'est des hormones, notamment l'insuline, le glucagon et tout. Et une fonction exocrine, c'est des enzymes qui sont déversées en dehors du sang, c'est-à-dire dans le suc digestif qui passe à travers le versant dans le duodénum. Alors, pourquoi est-ce important d'étudier cette question? C'est le 6e cancer chez l'homme, ce n'est pas si fréquent que ça, 5e chez la femme. Par contre, il y a une pénétrance qui croît ces derniers temps avec 3000 nouveaux cas par année en France et une mortalité, voyez-vous, très, très, très importante avec une survie à 5 ans qui n'excède pas 1 à 4% dans les meilleurs centres qui puissent exister. Il n'y a pas ou peu d'amélioration de ces chiffres de morbimortalité ces dernières années. C'est un cancer qui est chimio et radio résistant. Donc, il y a peu d'efficacité de la radiothérapie, de la chimiothérapie sur ce genre de cancer. Il est représenté essentiellement par les adénocarcinomes dectulaires, c'est-à-dire les adénocarcinomes canalaires. Retenez ça. Et c'est justement le sujet de notre question d'aujourd'hui. Le traitement reste essentiellement chirurgical et seule une exercice chirurgical adéquate pourrait peut-être donner une lueur d'espoir aux patients pour obtenir une guérison. Donc, la découverte de ce type de cancer est souvent tardive, avec dans 50% des cas des métastases hépatiques ou péritonéales associées à la tumeur primitive qui seront découvertes lors du diagnostic de la maladie. Uniquement 20% des patients sont opérés. Le but essentiel de notre cours est de pouvoir orienter le diagnostic et essentiellement pouvoir faire un bilan de résecabilité. Alors, cela, c'est pour éviter les laparotomies sans résection, c'est-à-dire éviter d'opérer le patient pour ne pouvoir rien faire un aller-retour, comme on dit chez nous les chirurgiens, et permettre aux patients non résécables de bénéficier d'autres approches thérapeutiques qui puissent exister. On va les voir tout à l'heure. Bien que il y a eu une modification récente du domaine de l'imagerie ces derniers temps avec une grande efficacité de la TDM multibarrette qui a amélioré le diagnostic positif et le diagnostic de résécabilité. Il y a aussi un apport considérable de l'iconodoscopie pour, pour étudier la résécabilité, mais aussi pour orienter d'éventuelles biopsies. Et il y a de multiples présentations cliniques selon la localisation et selon le type histologique. On va voir tout à l'heure. Le grand souci, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme évident dans la prise en charge de ce genre de cancer du pancréas. Alors, à la fin de ce cours, les intérêts pédagogiques, il faut savoir l'externe que vous êtes, que vous serez peut-être dans peu de temps médecin généraliste. Il faut savoir suspecter une néoplasie du pancréas devant un tableau clinique évocateur. Le patient se présente dans un tableau clinique qui vous oriente vers un cancer du pancréas. Il faut l'avoir à l'esprit. Il faut avoir également une bonne orientation de vos examens complémentaires pour ne pas perdre du temps et pour savoir cibler l'examen qu'il faut pour vos patients. Il faut réaliser le diagnostic topographique parce que le cancer du pancréas peut siéger sur la tête du pancréas, sur le corps du pancréas
et sur la queue du pancréas. Et on va voir tout à l'heure la présentation clinique de chaque localisation de ce cancer. Il faut savoir évaluer la résicabilité parce que ça va de soi. Si vous opérez une tumeur qui n'est pas résicable, vous ne rendez pas service aux patients. Il faut savoir étudier également l'opérabilité. L'opérabilité, à la différence de la résicabilité, c'est de pouvoir y aller endormir et faire un geste aussi lourd qu'une résection pancréatique chez des patients qui sont souvent toutefois âgés et parfois multitarés. C'est-à-dire, si vous allez opérer un patient pour l'achever, ceci dit, il vaut mieux ne pas le toucher. Et puis, à la fin, je vous ai dit, vous serez généraliste peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Il faut pouvoir ou savoir comment brancher votre patient sur un circuit de soins approprié selon les objectifs du traitement. Les patients qui doivent être opérés dans un service de chirurgie, le patient qui doit être exploré ou bien qui doit bénéficier d'une chimiothérapie dans un service d'oncologie médicale, et le patient qui doit bénéficier d'une radiothérapie, bien qu'il qui ne sont pas nombreux, au service de radiothérapie. Alors, en matière d'épidémiologie, on n'en a eu pas beaucoup de statistiques chez nous en Algérie, mais dans les pays européens, on dit qu'il y a environ 2700 cas par pays, par année. Sexe ratio de 1,8 avec une prédominance masculine. Il existe des facteurs de risque, notamment la pancréatite chronique, le diabète, la consommation du tabac et des formes familiales ont été également rapportées. Alors, la clinique dépend de la localisation de la lésion du cancer. La tête vient à la tête des fils avec 65% des localisations. Le reste, 22% des localisations au niveau corporeo-caudal et 13% dans les localisations diffuses où tout le pancréas est atteint. Donc, il faut savoir que souvent, toutefois, quand le diagnostic est posé, la forme est déjà avancée si on attend les signes cliniques classiques. Cependant, au niveau si la localisation se siège au niveau de la tête du pancréas, le signe primordial est l'ictère. Cet ictère est dit nu. C'est un ictère qui apparaît progressivement, fonçant dans le temps jusqu'à arrivant à une coloration verdâtre. Donc, c'est un ictère qui est nu, il ne s'accompagne pas de douleur, généralement il n'y a pas de fièvre, et le patient arrive dans un état général plutôt conservé. Il ne comprend pas comment avoir un tel d'autres traductions cliniques. Ça va, vous arrivez à suivre? Allô? Oui, oui, oui. Merci, je continue. Alors, cet ictère va provoquer des lésions de grattage parce qu'il y a Ça se coupe, hein. Ce qui va provoquer des démangeaisons et qui va pousser le patient à se gratter et qui va provoquer des lésions cutanées, diffuses à tout le corps pratiquement. Dans la localisation corporeale, c'est-à-dire c'est le corps du pancréas, c'est au milieu de la glande si vous voulez. Le signe clinique prépondérant est celui d'une douleur épigastrique violente. C'est généralement une douleur épigastrique qui est irradiée vers le dos. Elle est violente, elle n'est pas calmée par une position antalgique et elle n'est pas calmée par les antalgiques usuels. Donc, on dit que c'est une tumeur qui est généralement envoyée en postérieur le plexus solaire, ce qui donne une douleur syncopale insupportable.
dans la localisation caudale, au niveau de la queue du pancréas. Donc, le signe clinique qui prédomine est celui d'une masse tumorale du flanc gauche, indolore, peu mobile et ne changeant pas de position avec le changement de position du patient. Dans les formes diffuses et d'ailleurs le reste des formes associées, d'autres signes cliniques peuvent ressurgir, notamment l'insuffisance pancréatique diffuse et aussi le diabète. Le diabète qui dit insulinoprive, qui est très difficile à équilibrer avec l'apport de l'insuline. Donc, dans l'interrogatoire du patient ou de son entourage, on essaie de faire sortir une notion de pancréatite chronique pour ces patients. Ce sont des patients généralement alcooliques qui ont été longtemps suivis pour pancréatite chronique ou pour d'autres causes. D'ailleurs, il n'y a pas que l'alcool, auto-immune ou hypertriglycéridémie, et qui se présente pour une masse ou pour un ictère. Et toute la problématique à ce niveau-là est de savoir est-ce que le noyau est-ce que la masse qui est au niveau du pancréas est due à un cancer ou bien à un noyau de pancréatite chronique. La TIPMP, qui est la tumeur intraductale papillaire et mucineuse du pancréas, c'est une abréviation TIPMP. Et donc, une nouvelle entité histologique décrite par les Japonais il y a de cela 15 à 20 ans et qui dégénère souvent toutefois, surtout si la taille est supérieure à 2 cm. Il y a aussi la notion de cancers familiaux qui sont rapportés chez ce genre de patients. Il faut savoir faire sortir ça à l'interrogatoire. Comme je vous ai dit, souvent toutefois, ces signes sont tardifs. Et l'ictère, qui est un signe majeur dans les localisations tumorales de la tête du pancréas, est un signe pratiquement dans la majorité des cas tardif, où la masse est déjà volumineuse et qui est devenue souvent toutefois non résicable. Souvenez-vous, je vous ai dit, on opère uniquement 20% de nos patients qui présentent un cancer du pancréas. Douleurs solaires, comme je vous ai expliqué, dans les localisations surtout corporelles et un petit peu caudales. Le diabète et l'amaigrissement et l'altération de l'état général, pratiquement dans toutes les localisations. Alors, biologiquement, on va s'intéresser à l'ictère qui est cholestatique, avec des selles, je vous ai dit, selles décolorées et urine foncée et des dépôts au niveau cutané avec des lésions de grattage. Alors, cet ictère, il fonce dans le temps. Il est fait de bilirubine conjuguée, donc bilirubine directe, et non la indirecte, d'accord? C'est la directe, la conjuguée. Et les marqueurs tumoraux peuvent être élevés. Ceci dit, marqueurs tumoraux élevés, ce n'est pas une spécificité des tumeurs du pancréas. Ça peut être élevé dans les autres tumeurs digestif, mais aussi si ictère présent. Donc, même si avec une sensibilité appréciable, la spécificité ne suit pas. Par contre, il y a une corrélation avec la taille. À chaque fois que le CA19-9, le marqueur tumoral CA19-9 augmente, et la taille tumorale augmente avec. C'est un bon indice par rapport à la taille tumorale. Alors, les autres biomarqueurs qui sont à l'expérimentation actuellement pour le cancer du pancréas et sont très importants
dans la détection précoce du cancer du pancréas et sont toujours à l'étape expérimentale. Alors, pour l'étude anatomopathologique, comme je vous ai dit, selon la localisation, au niveau de la tête, au niveau du corps et au niveau de la queue du pancréas. Il faut distinguer ces trois localisations avec, pour chacune, une clinique spécifique et une intervention chirurgicale différente d'ailleurs. Selon les types histologiques, je vous ai dit, dans 90% des cas, c'est un adénocarcinome canalaire. Le reste des formes cliniques sont les adénocarcinomes missineux, les insulinomes, les glucagomes, les vipomes, les gistes du pancréas qui sont pratiquement exceptionnels. Mais pour vous, retenez déjà que la forme la plus fréquente dans 90% des cas, c'est un adénocarcinome du pancréas. Alors, la forme peut être solide, rarement, voire exceptionnellement kystique, parfois mixte. Alors, selon l'extension de la tumeur, on a la classification TNM 2017 pour la classification du cancer du pancréas. Alors, c'est une classification qui s'intéresse beaucoup plus, qui s'applique à l'adénocarcinome du pancréas et pas au reste. Alors, TNM, je ne sais pas si vous connaissez déjà c'est quoi. T pour tumeur, N pour node ou bien adénopathie et M pour métastase. C'est clair? Très bien. Donc, pour la catégorie T ou bien tumeur, elle s'intéresse généralement à la taille et à l'extension de la tumeur primitive. T1 pour les tumeurs inférieures à 2 cm, donc T1A inférieur à 0,5 cm, T1B entre 0,5 et 1 cm, T1C une tumeur entre 1 cm et 2 cm sans atteindre 2 cm, c'est-à-dire dans le plus grand axe est inférieur à 2 cm. Alors, la tumeur T2 est une tumeur située entre 2 et 4 cm. La tumeur T3 est une tumeur supérieure à 4 cm. La tumeur T4, c'est une tumeur qui envahit l'axe cœliaque ou bien l'axe cœliaque, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'anatomie, donc j'imagine, et l'artère mésentérique supérieure ou bien l'artère hépatique commune. Pour les N, les nodes ou bien les adénopathies régionales, N0 s'il n'y a pas de métastase ganglionnaire régionale, N1 s'il y a entre 1 et 3 ganglions régionaux, et N2 si supérieur ou égal à 4 ganglions régionaux métastatiques. Pour le M qui est tout à fait en bas de, si vous arrivez à suivre, c'est les métastases. Alors, s'il n'y a pas de métastase, on dit M0. Et s'il y a une seule métastase et plus, c'est présence de métastase à distance. Donc, suivant ce que vous avez vu, donc on va classer notre patient entre stade 1 jusqu'au stade 4, selon ce tableau. Très bien. Alors, l'imagerie. Comme je vous ai dit, l'avènement ou bien l'arrivée de la TDM multibarrette dans la prise en charge du cancer du pancréas a bouleversé sa prise en charge. Du moment où on arrive généralement à dire que ce patient il est résécable et on devrait l'opérer et ce patient n'est pas résécable, il ne faudrait surtout pas le toucher parce que ça ne vous apportera rien du tout. Alors, la TDM permet à lui seul d'évaluer la taille de la tumeur, les adénopathies satellites pour pouvoir faire une classification comme on vient de voir, l'invasion vasculaire qui contre-indique souvent toutefois la résection, également les métastases hépatiques et l'acide, et les nodules des carcinoses péritoniales et les métastases pulmonaires qui sont quant à eux des critères de non-résicabilité de notre tumeur. La TDM également permet un diagnostic exact de l'envahissement vasculaire qui est souvent fois à lui seul
va conditionner la résicabilité de notre tumeur. Alors, s'il y a doute sur l'envahissement vasculaire, on peut s'entraider de l'échondoscopie. L'échondoscopie, que bon, moi je mets c'est l'échondoscopie qui pourrait peut-être nous donner de détails. Alors, regardez sur cette planche de TDM l'envahissement vasculaire de l'artère mésentérique supérieure. L'envahissement ganglionnaire est également apprécié à la TDM et les critères scanographiques d'augmentation de taille, de forme anormale, d'hypodensité centrale peut corréler au diagnostic histologique final. Ça, c'est une angio-TDM avec les trois temps. Il y a un temps artériel, un temps portal et un temps veineux cave. Ça, c'est une coupe qui est sagittale, qui nous permet de voir donc l'envahissement de l'artère mésentérique supérieure. L'axe veineux est également apprécié à la TDM pour pouvoir dire que la veine mésentérique inférieure ou la veine splénique, on voit ici d'ailleurs, qu'on voit ici qui est dilatée parce qu'elle est prise dans la masse, le transplénomésaraïque et les premières veines jugénales. L'échondoscopie est un examen quand même assez performant, avec une sensibilité très élevée de 98% et qui vient nous apporter plus de détails quand elle est couplée à la TDM, surtout si la lésion est petite. Donc, elle peut également voir les adénopathies et les atteintes vasculaires. Mais pas que ça. L'échondoscopie nous permet d'y aller in situ, réaliser une biopsie à l'aiguille fine, soit de la tumeur primitive ou bien d'une adénopathie satellite. Elle nous permet également donc, de placer un cathé rétro et une prothèse biliaire pendant le même geste et la même anesthésie générale. Les gens se sont intéressés à l'apport de l'IRM ces derniers temps et se sont rendus compte qu'elle présente la même sensibilité que la TDM avec une sensibilité de 98% des cas. Et donc, pas de supériorité pour les bilans d'extension locale, notamment l'atteinte vasculaire, et elle n'est pas recommandée en première intention pour le diagnostic. Mais elle garde surtout son intérêt dans les détections des métastases hépatiques et surtout des petites métastases au niveau du foie que la TDM caractérise très, très mal. Le PET scan, qui est un examen relativement récent, mais qui est très coûteux, n'est pas disponible, mais il peut apporter sa contribution pour le diagnostic des métastases péritoniales et des métastases à distance. Les examens en recul. Alors, jadis, on utilisait la CPRE. Donc, vous savez, c'est quoi la CPRE, j'imagine? La cholangiopancréaticographie rétrograde endoscopique, qui est un examen invasif et qui garde un intérêt seulement thérapeutique quand on veut mettre une prothèse biliaire pour drainer l'ictère. L'échographie abdominale, qui est souvent un examen de débrouillage demandé en première intention, perd son intérêt actuellement. Et bon, on peut chercher avec des métastases hépatiques qui peuvent échapper à la TDM. L'angiographie également abandonnée puisque l'air maintenant est à l'angio-TDM. La laparoscopie, quant à elle,
elle a été proposée pour éviter la parotomie chez les malades potentiellement résécables, mais chez qui on doute qu'il y a une carcinose ou bien une métastase hépatique. Donc, on jette la caméra, on visualise le péritoine, il n'y a pas de métastase, il n'y a pas de carcinose péritoniale, et on ouvre pour réaliser notre geste chirurgical. Si jamais il y a des métastases ou des carcinoses péritoniales, on fait marche arrière, on enlève la caméra et on n'opère pas le patient. Elle a contribué à la découverte de contre-indications à la résection chez 4 à 15% des patients dans différentes études. Alors, le problème avec la laparoscopie, c'est que c'est un mauvais examen pour l'envahissement vasculaire, même si quelques équipes la pratiquent systématiquement. Les examens d'avenir, je vous ai dit PET scan, il va devenir peut-être l'examen d'avenir, bien qu'actuellement, il n'est pas disponible chez nous. Il est peu disponible, je pense. Il y a un appareil ou deux appareils en Algérie. Et bon, il y a peu d'études qui sont intéressées à lui, mais paraît-il, il présente une bonne sensibilité et une spécificité quand même assez appréciable. Alors, l'histologie. Longtemps considérée comme nécessaire. L'histologie, c'est-à-dire la biopsie, si vous voulez, avant de réaliser une approche thérapeutique, a toujours été considérée comme nécessaire et indispensable en préopératoire. Donc, elle peut l'être toujours si on envisage un traitement néoadjuvant ou bien un traitement palliatif, c'est-à-dire les patients qui ne sont pas d'emblée résécables. On fait une biopsie à l'aide d'un repérage écho-endoscopique pour avoir le type histologique pour instaurer une chimiothérapie, soit pour diminuer la taille de la tumeur pour qu'elle devienne résécable par la suite et l'opérer, soit pour faire une chimiothérapie palliative de confort pour les patients. Elle est intéressante dans certains cas, surtout s'il y a suspicion de métastase. Voilà. Mais il faut savoir qu'elle n'est pas recommandée si la lésion est résécable d'emblée. Il faut y aller d'emblée réséquer et la biopsie peut contribuer à l'essaimage du cancer, chose qui n'est pas bien si on est dans une visée curatrice, si vous voulez. Alors, l'algorithme décisionnel, diagnostic. Je vous ai dit, la TDM, c'est la pierre angulaire dans la prise en charge diagnostique et pour la stadification de notre cancer. Alors, si la tumeur est résécable, si la tumeur est non résécable, on fait une biopsie, si traitement palliatif ou si traitement voilà, palliatif. La biopsie, bien évidemment, si elle est possible. Alors, on l'a fait soit par écho-endoscopique, comme je viens de vous l'expliquer, ou bien par un repérage échographique, ou bien par une TDM d'une métastase hépatique. Si la tumeur est non vue à l'écho-endoscopie, on peut réaliser l'IDM, bien que la biopsie sous l'IRM, on peut utiliser l'IRM, bien que la biopsie sous IRM, elle est vraiment très, très difficile. Si doute sur l'envahissement local ganglionnaire, il faut réaliser une écho-endoscopie pour avoir plus de détails. S'il y a doute sur métastase hépatique, l'IRM, PET scan ou échographie abdominale conventionnelle comme en première intention. Si le doute persiste, notamment sur l'existence d'une carcinose péritoniale, il faut réaliser soit le PET scan, soit une exploration celluloscopique avant d'opérer, d'ouvrir le patient. Maintenant, si on s'inscrit dans un but curatif de résécabilité, patient il est d'emblée résécable, il faut opérer sans biopsie. Voilà. Je pense que c'est clair. Alors, au total, la TDM reste l'examen clé de la phase diagnostique. Elle permet un état des lieux de la maladie. Les autres examens
sont là pour aider à juger la résécabilité des cas douteux que la TDM n'arrive pas à trancher. Le but, bien évidemment, c'est d'éviter les laparotomies en cas de non-résécabilité. J'arrive au traitement, chapitre thérapeutique. Alors, les armes thérapeutiques ne sont pas très variées et seule la chirurgie constitue le traitement à visée curative. Mais elle peut également être dans un but palliatif, notamment dans les dérivations biliodigestive pour soulager le patient de l'ictère. La radiothérapie, pas ou peu sensible, et la chimiothérapie également, ce genre de tumeur n'est pas sensible. Je vous ai dit, pour la chirurgie qui est l'arme thérapeutique majeure, uniquement 20% des cancers du pancréas sont résécables. La mortalité n'est pas très faible. Elle varie entre 5 et 20%, mais peut être inférieure à 5% dans les centres experts de chirurgie pancréatique. La morbidité post-opératoire constituée essentiellement par la fistule pancréatique, la fistule biliaire, la gastroparésie, les abcès et les hémorragies. Regardez maintenant avec moi la survie à 5 ans. Elle varie entre 1 et 5%. Elle a été peu modifiée ces dernières années. Alors, dans les années 50, elle était de 1%, c'était la plus faible. Et dans les années 90, on est arrivé à 4%, mais depuis, elle n'évolue pas. On est resté à 4% de taux de guérison, si vous voulez. Voilà. C'est ce qui constitue un taux très, très faible pour une pathologie très, très, très difficile à prendre en charge vu le retard diagnostique. Alors, n'opérez que les patients résécables, comme je vous ai dit, mais avec survie appréciable. C'est-à-dire, si vous opérez quelqu'un qui a fait un EDM massif il y a 6 mois de cela, et que, parce que le geste va être lourd, vous allez le laisser sur place, sur table, vaut mieux ne pas l'opérer, il vaut mieux faire une dérivation endoscopique ou bien chirurgicale. Alors, l'âge chronologique n'est pas une contre-indication, le sexe non plus, le score ASA non plus, seulement l'âge physiologique et l'état général du patient nous permettent de prendre la décision entre opérer et ne pas opérer nos patients. Par contre, la carcinose est une contre-indication à toute résicabilité pour le moment. Alors, quelle tumeur opérer? Il y a des tumeurs, vu la localisation, ont de pronostics mauvais, notamment les localisations au niveau de l'incus pancréatique ou le petit pancréas, parce qu'il est à proximité des gros vaisseaux, notamment l'artère et la veine mésentérique supérieure. Le diamètre tumoral est très important à prendre en considération parce que si on arrive à réséquer 90% des tumeurs supérieures ou égales à 2 cm, la résicabilité, elle devient quasiment presque nulle, à l'ordre de 5% pour les tumeurs de 4 cm et plus. Idem pour la survie. Regardez, elle peut arriver jusqu'à 40% si la tumeur est inférieure à 2 cm et chuter jusqu'à 5 à 8% pour les tumeurs supérieures à 2 cm. Voilà, on voit que le schéma, sur le schéma, que la courbe descend franchement si la taille de la tumeur est supérieure à 2 cm. Voilà, l'évaluation de la résicabilité se fait radiologiquement, la TDM, et par l'échoendoscopie, parfois par l'IRM, l'angio-IRM.
Alors, la TDM abdominale spiralée, donc la tumeur, soit elle est clairement résécable, elle est petite, elle est loin des gros vaisseaux, et donc c'est bon. Sinon, parfois, le diagnostic est redressé en péropératoire et, la tumeur qui était censée être potentiellement résécable avant d'ouvrir le patient, si on découvre une atteinte des gros vaisseaux, du tronc cœliaque ou bien de l'artère mésentérique supérieure, de l'artère hépatique commune, là, on fait marche arrière et on renonce à la résection. Voilà, ça, c'est des images qu'on a eues en péropératoire, voilà, qui nous expliquent un petit peu les choses. Ça, c'est une image après résection de la tête du pancréas. On voit le tronc porte. Alors, pour les limites, ce n'est pas très important pour vous. Et les atteintes veineuses, c'est également pas très important. Ça, c'est pas très important. Ça c'est également des images péropératoires d'une résection avec des reconstitutions des axes veineux qui ont été envahis initialement. Voilà. Regardez à ce niveau, là aussi suturé. Donc, on a dû réimplanter la convergence de la racine de la veine mésentérique supérieure parce qu'elle a été envahie par la tumeur. Là, il y a un envahissement. C'est des images TDM. À chaque fois que je vous montre, c'est des images TDM qui sont très explicites sur les envahissements des axes vasculaires. Là, c'est une image d'envahissement du tronc cœliaque. Alors, pour ça, c'est un petit peu hyper spécialisé. Comme je viens de vous montrer, parfois, même s'il y a une petite atteinte vasculaire, on peut faire tout de même des résections avec des reconstitutions vasculaires, soit avec du matériel autochtone, c'est-à-dire par une veine qu'on prélève ailleurs sur le corps, ou bien par une prothèse. Ça, c'est une pièce de duodénopancréatectomie céphalique. Non, ça, c'est une pièce de splénopancréatectomie corporeo-caudale. On voit la rate à ce niveau et la queue du pancréas avec le corps. Ça, c'est la limite de résection sur le pancréas. Voilà. Mon cours est à présent terminé. Si vous avez des questions, ben, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions ou on va clore la séance, s'il vous plaît? D'accord, d'accord. Ben, sur ce, je vous dis Sahaf Tolkom et la khair. Merci également. Pardon, درتو concert des voix hier.